Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode EDB World. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Hard Rock Park. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à me suivre sur mon compte Instagram si vous souhaitez soutenir mon travail. L'histoire commence lorsque deux mecs nommés Binkowski et Godwin souhaitent construire un parc, avec comme projet initial un parc sur le thème des 4 saisons, donc le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Sauf que les investisseurs, eux, ils sont pas chauds du tout et ils vont pas accompagner le projet, pas le soutenir, donc pas le financer, et en même temps ça peut se comprendre, hein, le thème est un peu éclaté. C'est pourquoi ils décident de s'orienter vers le cinéma, donc Hollywood, etc. Alors c'est une très bonne idée, hein, ça va attirer beaucoup plus de monde, sauf que ça coûte beaucoup plus cher car il faut d'une part payer les licences et aussi avoir un parc qui tient la route au niveau du cinéma, et comme nos deux compères sont pas PDG d'Universal, et ben le projet est abandonné. Mais en 2002, l'idée de construire un parc sur le thème du rock et donc de la musique et de tout ce qui l'entoure, de la culture, etc. voit le jour et l'année suivante, des plans sont réalisés. L'idée est belle, hein, et fait son bonhomme de chemin. En 2005, une étude prévoit 3 millions de visiteurs dans le parc dès la première année. En 2006 est signé un accord crucial pour que le parc puisse utiliser la marque Hard Rock que tout le monde connaît, notamment grâce au Hard Rock Café. D'ailleurs, l'un des personnages à l'origine de ce projet a travaillé dans le groupe Hard Rock, tandis que l'autre, lui, a travaillé dans des parcs d'attractions. Ils s'y connaissent dans le domaine et surtout, ils ont de l'expérience dans le travail et dans le fait de monter des entreprises, etc. Donc finalement, ça se fait assez simplement. La marque Hard Rock est populaire et donc c'est une très bonne idée de l'utiliser dans le parc, dans la mesure où ça donne une première image, un peu une identité au parc et surtout une légitimité. Mais il faut savoir, comme je l'ai dit, que c'était une licence qu'ils ont payée, donc la marque Hard Rock n'a pas donné d'argent au parc, mais c'est bien le parc lui-même qui a payé pour utiliser la licence. Ce qui fait que on pourrait croire au premier abord que le Hard Rock Park a été créé par l'entreprise qui détient les Hard Rock Café, alors que non, en fait, ce sont juste une franchise, c'est juste une marque qui a été donnée, donc une licence qui a été autorisée à être exploitée. Et ça fait une grande différence. Alors d'une part, c'est problématique parce que si le parc, il a un peu de mal, il n'y a pas une grosse entreprise derrière pour le soutenir, mais par contre ça laisse une plus grande liberté dans la mesure où Hard Rock aurait pu, s'ils avaient décidé d'eux-mêmes construire le parc, limiter les créateurs du projet. Là, les créateurs vont pouvoir avoir toute la liberté possible au niveau artistique et juste utiliser la marque comme produit d'appel et comme juste logo, car on connaît tous finalement ce logo emblématique des Hard Rock Café. Une licence, ça coûte cher et ça a un autre désavantage aussi, c'est que d'une année sur l'autre, la marque peut décider de la retirer au parc, c'est-à-dire qu'ils peuvent donc perdre leur identité. Le parc peut perdre le droit d'exploiter la licence Hard Rock. Imaginons si ils font pas assez de recettes et donc ils n'arrivent pas à payer la licence, ou encore si la marque n'est pas satisfaite de l'image que le parc renvoie, peut-être qu'au bout de quelques années, selon les contrats qu'ils ont signés, ils peuvent dire bye bye, on vous laisse sans notre marque. Et donc ça, c'est un vrai problème et c'est très différent de ce qu'on pourrait avoir, imaginons, à Disney, car là Disney c'est la marque qui exploite Disney qui construit le parc. Donc forcément, là, ils n'ont pas du tout de problème de licence, même si après, ils vont racheter des Marvel, etc. Hein, on l'a tous vu dernièrement. Mais pareil, on a l'exemple de Walligator. Alors, on passe de Disney à Walligator, je sais, c'est un peu spécial, mais à l'époque, ça s'appelait Walibi Schtroumpf. Et donc, c'est vrai qu'il y avait cette licence Schtroumpf qui a été perdue avec le temps. Et donc, ça peut poser problème, ça peut mettre un peu en galère un parc. Et encore aujourd'hui, on voit un peu des vestiges de ce temps Schtroumpf au parc Walligator, et c'est ça aussi le risque d'utiliser une licence, mais à la fois on a plus de liberté. Donc vous avez eu le pour et le contre d'utiliser une licence. Poursuivons, nos deux protagonistes s'entourent par la suite de personnes ayant travaillé dans des parcs, notamment Universal. Encore une fois, ça prouve que le concept est sérieux, qu'ils font les choses bien et qu'ils pensent à peu près à tout, histoire d'être sûr de ne pas se rater. Maintenant, reste à trouver des fonds afin de financer le projet. À ce stade, ils ont 22 millions d'euros pour le terrain et 32 millions d'euros pour le parc, le projet dans son ensemble, mais principalement le parc. Mais évidemment, cette somme est bien trop limitée pour construire un parc, et en tout cas un parc comme ils l'entendent. Parce que là, on parle pas d'un petit parc régional qui va se contenter d'accueillir les quelques personnes habitant autour. Non, on est bien sur un projet qu'on peut dire d'à peu près grandiose. Ils arrivent donc à emprunter 284 millions d'euros supplémentaires. Évidemment, on est en 2006, l'économie se porte bien, que ce soit dans le monde ou même aux États-Unis. La construction débute et prend place en Caroline du Sud, dans la ville de Myrtle Beach, qui est une ville très touristique, ce qui est encore une fois encourageant pour le projet. Car cette dernière accueille environ 17 millions de visiteurs par an. Mais ça cache une réalité plus compliquée avec des habitants autour du parc et donc dans la ville de Myrtle Beach qui sont assez modestes, et des vacanciers eux-mêmes qui ne sont pas des gens qui roulent sur l'or forcément et qui ont également des revenus modestes. D'ailleurs, le secteur du tourisme dans cette région et même dans cette ville
est un peu en difficulté et l'arrivée d'un parc est quand même vue d'un bon oeil. Le parc est donc construit majoritairement en 2007 et est officiellement annoncé cette même année. L'année suivante, il ouvre ses portes, ce qui est un exploit étant donné le peu de temps qu'ils ont eu pour réaliser ce parc. D'ailleurs, petite parenthèse, sachez qu'il existe un reportage, un documentaire sur la construction de Hard Rock Park qui est fascinant, j'avoue que je l'avais vu il y a des années et c'est ce qui me donne d'ailleurs aujourd'hui envie de faire une vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai envie de traiter le sujet mais j'avais pas le bon format à l'époque. Après j'ai créé DB World, etc. Le fait est qu'aujourd'hui je fais cet épisode mais j'aurais bien aimé revoir ce reportage avant et impossible. Je l'avais vu, il était passé sur les télés en France. Quoi qu'il en soit, je vous recommande, même si j'ai pas de lien à vous donner et si vous savez où le trouver, je suis preneur. Je pense qu'en DVD, etc. il est trouvable mais c'est vrai que sur internet c'est un peu plus compliqué. Bref, fin de parenthèse, on va pouvoir passer à la suite. Le parc comporte 11 attractions à son ouverture, ce qui est très peu, je vous l'accorde, mais à côté de ça, vous avez pas mal de spectacles et de salles de concert, car c'est aussi l'un des aspects majeurs du parc. Au passage, si vous aimez le rock des années 80-90, vous allez, je pense, apprécier ce qui va suivre, car c'est un parc qui a voulu vraiment envoyer du lourd. Déjà, vous aviez une reproduction du Mont Rushmore, mais avec les têtes de Jimi Hendrix, d'Elvis Presley, de John Lennon et de Bob Marley. Ensuite, comme emblème principal du parc, vous aviez une guitare électrique Gibson de 25 mètres de haut. Donc on est carrément dans le thème et il faut savoir que la théma a été hyper bien pensée, a été très soignée et finalement ça rend un résultat très propre. Le parc, en termes d'ouverture, est prévu pour fermer très tard le soir jusqu'à 1 h du matin. Avec un spectacle sur le lac qui est au centre du parc, donc à la tombée de la nuit, avec de la musique, des lumières, des jets d'eau et également des feux d'artifice. Le tout synchronisé avec des musiques de Queen avec en fermeture Bohemian Rhapsody, bref ça devait être juste fabuleux à vivre. Parmi les 11 attractions, on ne compte pas moins de 5 coasters. Vous aviez un Junior Vekoma avec un nom à tomber dehors dont je vous épargnerai la prononciation ici, et par Junior Vekoma j'entends une montagne russe pour enfants et familles du constructeur Vekoma. Toujours chez ce constructeur, vous aviez une attraction nommée Eagle's Life in the Fast Line qui est de type train de la mine, qui fait 16 mètres de haut et qui a la particularité d'avoir une musique embarquée, ce qui est quand même appréciable. Ensuite, on trouve une attraction de type téléphérique en quelque sorte du constructeur Premier Ride. Alors rien de bien fou, ok, mais ça reste d'une part atypique dans un parc, mais surtout hyper beau parce que ça rend très bien et ça s'intègre parfaitement dans le parc. Chez le même constructeur, on a Maximum RPM qui est une attraction très atypique. En effet, c'est la seule au monde à comporter une grande roue comme système d'élévation du wagon, c'est-à-dire que vous allez rentrer à la base de cette dernière, elle va pivoter, donc faire un demi-tour et vous lâchez en haut et vous poussez dans la drop. D'ailleurs, sachez que durant cette ascension, vous allez sentir légèrement le wagon bouger de droite à gauche car le mouvement est libre, il faut que le wagon reste droit parce que s'il tourne, il se retrouve à l'envers, arrive en haut, c'est dommage. Donc il faut que la nacelle puisse tourner à l'intérieur. Je sais pas si c'est très clair, mais c'est comme une grande roue finalement. Les nacelles sont libres afin de toujours être en position droite, en position verticale. Là c'est pareil, donc vous aviez un petit mouvement. Ce qui est atypique va donner des petites sensations un peu différentes aux visiteurs et je trouve que c'est une attraction qui a une grande valeur ajoutée grâce à cette grande roue. D'ailleurs, j'en parlais très brièvement dans l'épisode de DB World sur les lifts qui est, si vous le souhaitez, disponible en fiche. Pour le parcours, à la suite, rien d'extraordinaire, mais ça avait l'air d'être quand même très sympa. Les trains en forme de voiture de sport ont évidemment un audio embarqué, vous êtes à Hard Rock Park. Le bâtiment de la gare, lui, fait référence au bâtiment qui est présent sur la pochette de l'album Animals des Pink Floyd. Donc encore une fois, on est pile dans le thème. Mais reste l'attraction principale, le coaster emblématique de ce parc déjà très atypique, j'ai nommé Led Zeppelin The Ride. Donc on a une montagne russe avec évidemment une musique embarquée de Led Zeppelin et surtout vous avez les artistes, certains artistes du groupe qui ont participé très activement à la réalisation de l'attraction. On peut donc pas faire mieux, je pense, quand on a un parc sur le thème du rock. La gare représente évidemment un zeppelin immense car ils n'ont pas fait les choses à moitié et niveau caractéristiques, on a du très lourd. Une montagne russe du constructeur Bolliger et Mabillard qui est donc un mastodonte du secteur si vous ne connaissez pas et qui est souvent comparé à la Rolls des montagnes russes avec des machines très imposantes, des structures très grandes et un coaster qui est d'une part hyper agréable à faire car c'est assez fluide et finalement on n'a pas vraiment de secousse et avec quand même de grosses sensations, bref, ce sont des machines très réputées et qui encore aujourd'hui marquent pas mal les esprits. Elle fait 46 mètres de haut, 1100 mètres de long, atteint les 104 km/h et possède 6 inversions. Tout ça encore une fois avec une musique de Led Zeppelin à fond qui est synchronisée sur ce que va effectuer le train. Bref, vous l'aurez compris, c'est juste parfait. Après, entre autres attractions, vous avez un Dark Ride sur un thème psychédélique avec comme bande son Night and White Satin des Moody Blues. Alors, je sais pas vous, mais perso, j'écoute tout type de musique confondue, je peux aller du classique au rock en passant par de l'électro, bref, encore là c'est assez soft, mais c'est vrai que du coup,
ce qu'il y a dans ce parc, les musiques diffusées dans ce parc et les thèmes abordés sont des thèmes que je connais et des musiques que j'écoute régulièrement. Et de toute manière, c'est vrai pour à peu près tout le monde. On connaît tous Led Zepp, Queen, Moody Blues, Pink Floyd, enfin au moins un des quatre, je l'espère. Et forcément, quand on va dans un parc comme ça, on est tous plus ou moins touchés par cette musique. C'est d'ailleurs d'autant plus vrai pour ma part avec la musique Nat and White Satin des Moody Blues que j'adore. C'est vraiment... Voilà, pour moi, c'est une super musique, je vous la recommande d'ailleurs si vous ne la connaissez pas, hein, elle n'est pas toute jeune, mais elle est très bien et surtout elle est très importante à connaître, hein, c'est de la culture pour le coup. Et voilà, après l'épisode, n'hésitez pas à aller l'écouter si vous ne la connaissez pas encore, que vous avez risqué de découvrir une très bonne musique. Mais voilà, et donc cette attraction avait cette musique et c'est vrai que ça devait être vraiment sympa d'être dans l'univers du rock et donc de cette culture qui finalement ne meurt jamais car on connaît tous, encore une fois, les artistes qui ont œuvré dans les musiques qui sont diffusées dans le parc. Bref, après cette digression, revenons-en au parc. Lors de l'ouverture, des concerts ont lieu avec notamment les Moody Blues. C'est donc un sans faute, on a un parc qui est très beau, des attractions soignées, des spectacles, des concerts et finalement dans la plupart des coasters, des musiques embarquées, dans les attractions, des bandes son travaillées. Enfin voilà, on a vraiment quelque chose de très bien construit, on comprend pourquoi ça a coûté aussi cher et finalement on peut dire que c'est une totale réussite, en tout cas au niveau thématique, au niveau culturel, etc. Franchement, c'est un sans faute. Sauf que dès la première saison d'ouverture, même les premiers mois d'ouverture, c'est le drame et le parc se casse la gueule. Mais bien, il se mange le sol financièrement comme aucun autre parc auparavant. C'est pourquoi, après seulement quelques mois d'ouverture, le 24 décembre 2008, le parc ferme ses portes. Alors oui, je sais, c'est brutal après avoir donc montré à quel point le parc était bien, de montrer à quel point il a fermé vite, mais bon, c'est un peu comme un pansement, faut le retirer vite. Évidemment, comme tout bon parc qui fait faillite, une ouverture l'année suivante est envisagée et tentée avec un nouveau thème, enfin ça reste dans la musique, mais en tout cas une nouvelle identité avec un nouveau nom, Freestyle Music Park, histoire d'être plus attractif auprès des familles notamment. Alors évidemment, ça ne marche pas, même si les familles se déplacent un peu plus, il y a quand même pas assez d'argent qui rentre et pas assez de fréquentation. De toute manière, le parc a perdu toute substance, les noms d'attractions ont changé, bref, tout est vraiment comme avant, mais en moins bien finalement, donc forcément c'est moins intéressant, les musiques ont changé, enfin voilà, le parc avait été créé d'une façon, il était entièrement dénaturé et perdu, encore une fois, toute substance. De toute manière, c'est jamais bon signe, quand on change d'identité comme ça, quand on change de nom, etc. En général, ça marche pas, on le sait qu'au bout d'un moment, ça va finir par faire faillite une nouvelle fois. Le parc ferma donc définitivement ses portes en 2009. En gros, c'est un Mirapolis bis et en condensé. Et pour ceux qui désirent en savoir plus sur l'histoire de Mirapolis, ça se passe en fiche juste au-dessus. On va donc voir pourquoi le parc n'a pas fonctionné et pourquoi finalement il a fait faillite. Alors je vous préviens, les raisons sont multiples et n'ont finalement presque rien à voir les unes avec les autres. Déjà, l'aspect financier. En 2006, je vous disais que l'économie se portait bien et même très bien, ce qui était vrai, c'est pour ça qu'ils ont pu emprunter autant d'argent avec autant de risques finalement, car ils n'avaient pas beaucoup de preuves amenées pour montrer que le parc allait bien réussir. Et quoi qu'il en soit, en 2008, ça a été la crise. Donc déjà, les gens qui avaient investi au parc, ils avaient encore plus envie de récupérer de l'argent, dans le sens encore plus envie de voir que le parc allait vraiment fonctionner. Et d'autre part, vous avez les visiteurs qui vont avoir un pouvoir d'achat qui va baisser, mais drastiquement, parce qu'une crise, ça touche tout le monde. Les gens vont perdre leur emploi ou vont tout simplement gagner beaucoup moins d'argent. Ce qui fait que derrière, ils vont pouvoir beaucoup moins se rendre dans un parc et déjà c'est un premier gros problème. Ensuite, étant donné que c'est un investissement à risque, le parc n'avait le droit à aucune erreur, il n'y avait aucune marge d'erreur possible. Ça veut dire que si ils avaient prévu, je sais pas moi, la première année, en tout cas le premier mois, 100 000 visiteurs, je dis un truc au hasard, s'ils faisaient que 90 000, c'était fini et ils devaient fermer. C'est vraiment ça en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que de toute manière, si leur modèle était pas bon, c'était la fermeture d'office. Et en fait, ils croyaient tellement en leur modèle qu'ils se sont dit ça passe. Ce qui évidemment ne fut pas le cas, c'est pas passé du tout, mais carrément pas, ce qui fait que ils ont fermé quelques mois après. Ensuite, la publicité du parc n'a pas été suffisamment bien réalisée dans la mesure où il commençait à ce moment-là à manquer un peu d'argent. Et le peu qui a été fait en termes de publicité, notamment à la télé, représentait quasiment pas le parc en fait. On peut voir ça comme une sorte de bande-annonce, mais les gens comprenaient pas forcément qu'est-ce que c'était, où est-ce qu'il se trouvait, qu'est-ce qu'il avait à offrir ce parc, et donc ils s'y intéressaient pas, et forcément c'est une campagne de marketing complètement ratée. Pour ne rien arranger, ce parc se situe en Caroline du Sud, un état très conservateur et qui donc n'a pas du tout apprécié le thème de certaines attractions et même finalement du parc en général. Entre le train fantôme sous trip d'acide ou le manège psychédélique Magic Mushroom Garden, vous avez des familles qui n'ont pas envie de se rendre au parc et encore moins d'emmener leur petit gamin de 7 ans vivre un trip sous acide dans une attraction dans un parc sur le thème du rock, je peux le comprendre, même si je vous l'accorde, ils sont vraiment pas fun, c'est quand même assez compliqué. Donc ils
ils ont pas mal raté leur cible et finalement pas vraiment réfléchi à où est-ce qu'ils s'installaient et quel était le public autour. Et pour ne rien arranger, ils ont repoussé les locaux, c'est-à-dire que les gens qui étaient autour du parc, et finalement, ils ont pas été directement visés par le parc, d'une part par la publicité, etc., mais surtout par le prix. Ça coûtait extrêmement cher, il n'y avait aucune réduction pour les jeunes, ni pour les gens qui habitaient autour du parc, alors que ça se fait quand même assez régulièrement, et l'entrée coûtait 45 €, ce qui est quand même énorme, même encore aujourd'hui. Et donc, tout le monde ne peut pas se permettre de se payer ça. Je vous rappelle que c'est une population assez modeste, donc forcément, vous comprenez que le parc a été, d'une part, pas visité par les gens qui habitent autour, mais surtout assez détesté et pas du tout mis en valeur. Et les vacanciers qui venaient n'avaient pas forcément aussi l'argent suffisant, parce que encore une fois ça coûte très cher, et surtout ils n'avaient pas du tout d'informations parce qu'il n'y avait pas vraiment une publicité réussie. Donc ça a été un fiasco total, que ce soit au niveau du public, au niveau financier, bref, c'était un gros bordel. Pour finir et pour expliquer un peu toutes les erreurs précédentes, il faut savoir que le créateur du projet, les créateurs du projet étaient complètement aveuglés par ce qu'ils avaient réalisé et croyaient beaucoup trop en leur projet. Alors c'est très bien, il faut croire en son projet, il faut porter ses projets au bout, mais pas non plus d'une manière aussi folle, dans la mesure où ils ont vraiment investi de manière complètement folle dedans. Ils ont complètement perdu les pédales finalement, parce qu'ils ils se disaient ça va marcher. Ça peut marcher si on étudie bien le truc, si on fait les choses bien. Là ils ont réussi à réaliser leur parc et ils se sont dit en fait ce qui compte c'est le parc. Sauf que non, on sait aujourd'hui, et ça marche dans tous les domaines, c'est pas tout de faire une très bonne chose. Par exemple, vous prenez l'exemple de YouTube, il y a des chaînes YouTube qui font un excellent travail, des qualités de fou, qui sont pas du tout connues. Et à l'inverse, vous avez des gens qui vont filmer avec leur téléphone et pas trop se prendre la tête, ils vont avoir des millions d'abonnés. C'est pareil dans les parcs. C'est peut-être aussi, c'est un exemple un peu simple, mais c'est vrai, ça se vérifie. Dans un parc, vous avez beau avoir un super parc derrière, si les gens viennent pas et si vous ratez votre cible, ça marche pas. On peut voir ça à Disneyland Paris, un parc magnifique à l'ouverture, un public qui vient pas. Et ça, c'est vraiment le gros souci de Hard Rock Park, et c'est ce qui a en grande partie causé sa perte, parce que les mecs se disaient, vu qu'on a un super beau produit, ça va marcher. Et en fait non, parce que ça marche pas comme ça dans la vie, et il faut un bon produit, il faut des bonnes circonstances, il faut que l'environnement financier se porte bien, il faut avoir un concept qui finalement est viable économiquement parlant, bref, il y a tout plein de choses à faire, et ça n'a pas été fait. Autrement dit, ils y croyaient vraiment trop, et ils n'ont pas vu qu'ils allaient droit dans le mur. Pourtant, pour certains employés venus travailler à Hard Rock Park, ils le voyaient comme le futur Disney ou encore Universal. Mais forcément, ce fut pas le cas. D'ailleurs, petite anecdote sur les employés, ils pouvaient venir travailler comme ils le souhaitaient, au niveau vestimentaire, et même ils pouvaient avoir des piercings, des coupes de cheveux un peu chelous, ou encore des tatouages, ce qui est peu commun dans un parc, vous avez rarement ça, peut-être à Disney au niveau de Pirates des Caraïbes, je sais pas si la personne à l'entrée peut avoir des tatouages, c'est une question que je me pose, tiens, mais bon, en tout cas pour le reste c'est assez rare, et on évite ça dans le travail, d'avoir ces piercings, tout ça. Ici c'était vraiment encouragé, car déjà ça fait l'identité de la personne, et aussi ça fait un peu l'identité du parc. La seule règle c'était de porter un t-shirt à l'effigie du parc avec marqué Hard Rock Park, ça c'est minimum, vous l'aurez compris. Lorsque le parc a réouvert, donc sous Freestyle Music Park, ils ont essayé de tenir un peu à bout de bras, de baisser les prix, donc plus de gens sont venus, mais finalement ils rentraient pas dans leurs frais, et c'était un échec en fait total, parce que trop de dettes, parce que finalement une image nulle, projet pas viable déjà là où il était, dans la région où il était, ça n'a pas du tout marché, ils ont raté leur cible, et la crise a aussi mis un énorme coup, et pour ne rien arranger, ils ont pris des procès dans tous les sens, mais clairement, et notamment de la part des anciens concepteurs du parc, dont je vous parlais au tout début, qui pour des soucis de propriété intellectuelle, etc., ont porté plainte contre les nouveaux propriétaires. Mais voilà, c'est un projet un peu mort-né et qui s'est arrêté à peine 1 an et demi après la première ouverture. Les coasters ont tous été rachetés par un gestionnaire de parc au Vietnam en 2014. Mis à part le coaster Led Zeppelin qui est allé à Dragon Park, tous les autres sont allés dans un parc du même groupe qui s'appelle Sun World Danang Wonder. Mais le coaster avec le lift en forme de grande roue, lui, n'a jamais refonctionné. Il a bien été monté dans le parc pendant quelques temps, mais il n'a jamais fonctionné, je ne saurais pas dire pourquoi, et aujourd'hui il a disparu, je pense qu'il a même été détruit à mon sens, ou peut-être qu'il est stocké quelque part au Vietnam, mais bon, j'ai quand même de sacrés doutes. Et ça s'explique, je pense, par le fait que c'est un système très capricieux. Je me rappelle vaguement du reportage dont je vous ai parlé plus tôt, du documentaire sur la construction, où ils ont de sacrés problèmes avec, parce que forcément c'est une technologie un peu particulière, et encore une fois les nacelles bougent, ont un petit jeu, ce qui fait que si elles ne calent pas bien parfaitement face au rail, ça peut pas marcher. Donc c'est vrai que ça peut être assez compliqué et en exploitation, donc je pense que le parc qu'il a récupéré a finalement décidé de l'enlever. Mais voilà, donc cette attraction unique n'existe plus malheureusement,
et par contre toutes les autres elles existent donc dans 2 parcs au Vietnam. C'est donc un merveilleux parc qui a tout simplement pas eu de chance, hein, voilà. Il était parfait dans sa conception mais mauvais dans son modèle économique et tout ce qu'il y a autour, en fait tout ce qui gravitait autour de ce projet était totalement voué à l'échec. Évidemment je suis hyper triste de ne jamais pouvoir me rendre dans ce parc et c'est même pas le fait de juste pouvoir faire des attractions du parc mais avoir cette identité là, voir de mes propres yeux et entendre les musiques présentes dans les attractions, voir comment ils ont arrangé les choses, notamment le Dark Ride avec Night and White Satin, enfin voilà, c'est des choses qui personnellement je pense m'aurait fait kiffer et suffit simplement de voir Rock'n'Roller Coaster à Walt Disney Studios à Paris. En fait vous avez une attraction qui m'a toujours marqué et qui elle aussi est fermée aujourd'hui par rapport à sa musique, par rapport à son identité, même si c'est pas le rock, c'est pas ce que j'écoute le plus, hein. Forcément moi j'écoute d'autres choses en majorité, même si j'en écoute aussi un peu du rock, mais quoi qu'il en soit ça reste une musique qui est d'une part très bien, surtout celle donc, de ces années-là, des années de Led Zeppelin, Pink Floyd, etc. Mais surtout, vous avez une vraie valeur, je trouve un vrai ressenti qu'on a à ces musiques-là. Et donc je pense que allier tout ça à une montagne russe, à une attraction, c'est juste parfait, et donc à un spectacle aussi, et donc je pense que ça va être vraiment fabuleux à vivre, et malheureusement on pourra donc jamais le vivre. D'ailleurs c'est une question que je me pose, pourquoi il n'y a aucun parc aujourd'hui sur le thème de la musique, ou alors, en tout cas aucun grand parc, parce que j'ai pas connaissance, peut-être qu'il existe des petits parcs un peu plus minimalistes sur ce thème là, mais c'est vrai que je suis très étonné qu'il n'y ait pas plus de projets comme Hard Rock Park qui ait vu le jour. Aujourd'hui regardez, on a construit encore, on a encore des projets dernièrement qui sont un peu apparus à droite à gauche, de grands parcs un peu démesuré, mais faites-en un sur le thème de la musique. Ça c'est quelque chose qui n'est pas exploité et qui pourtant tout le monde adore la musique, tout le monde connaît des musiques et tout le monde en écoute, en tout cas la majorité des gens écoutent de la musique tous les jours. Bref, c'est à présent la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de BB World. D'ici là, soyez enthousiastes, salut!